Vous aimez ce podcast ? Soutenez-le grâce à l'option Acast Supporter. C'est vous qui choisissez combien vous donnez et à quelle fréquence. Cliquez simplement sur le lien dans la description du podcast pour le soutenir dès à présent. At Carvana, we're in the business of driving you happy. And with the widest selection of used cars under $20,000, you're bound to find a car that'll put a smile on your face. Carvana gives you control by letting you customize your down and monthly payments. You can browse tens of thousands of cars online to find one within your budget, and you won't get surprised with any bogus fees. Visit Carvana.com or download the app to shop for a vehicle. Carvana, we'll drive you happy. Availability may vary by market. Bonjour à tous, je suis Johan Crochet, journaliste et podcasteur, et je vous souhaite la bienvenue pour un nouvel épisode de Prolongation. Prolongation est un podcast d'entretien où je rencontre des acteurs du football pour vous faire découvrir et pour décoder leur métier. L'idée est de donner des clés pour mieux comprendre le football avec ceux qui le font. Vous aurez accès à des entretiens avec des entraîneurs, des joueurs, des préparateurs, des recruteurs, des formateurs et même des spécialistes de la nutrition et du sommeil. Une seule règle, on prend le temps, on écoute les invités et on réfléchit tous ensemble. D'ailleurs, si vous avez apprécié l'épisode à venir ou que vous avez apprécié les précédents, je vous encourage à mettre les 5 étoiles et laisser un commentaire sur Apple Podcast pour faire découvrir Prolongation au plus grand nombre. Aujourd'hui, je reçois Julien Demeaux, responsable des données football au Toulouse Football Club. Avec lui, nous avons évoqué son parcours atypique, son arrivée au TFC, ses missions quotidiennes et les résistances à l'utilisation et à la compréhension de la data dans le foot. Nous sommes également revenus sur l'utilisation de la data au TFC, sur la sélection des bonnes statistiques, sur leur pertinence dans le recrutement des joueurs, ou sur l'analyse des matchs des différentes équipes du club de Toulouse, mais aussi sur l'avenir et la place de la data dans ce sport. Voilà pour le résumé, il est temps maintenant de laisser la place à cette conversation avec Julien Demeaux. Bonjour Julien Demeaux et bienvenue dans le podcast Prolongation. Bonjour Johan, merci de me recevoir. Alors Julien, dans ce podcast on commence toujours par la même question, est-ce que tu peux nous raconter ta Madeleine de Proust footballistique ? Qu'est-ce que ça veut dire ? C'est ton meilleur souvenir footballistique ? Ça peut être enfant, adolescent, adulte, au stade, devant la télé, en étant impliqué, pas impliqué, bref, il y a beaucoup de possibilités. Si tu en as 2, tu peux même en donner 2. Il y a des invités maintenant qui en donnent 2, 3, 4, 5, donc c'est assez libre. Effectivement, il y a 2-3 matchs qui me reviennent assez fréquemment en tête pour des raisons complètement différentes. Le premier, c'est la finale de Coupe des Coupes de 97 entre Paris et Barcelone, à Rotterdam. C'est plus lié à mon histoire parce que j'ai eu un cancer quand j'avais 15 ans et autour de avril-mai, c'est le moment où je finis mes traitements. Et en fait, la première fois que je peux sortir, retrouver une vie à peu près normale et aller dans un lieu où il y a beaucoup de monde, c'est à l'occasion de cette finale. Mon oncle m'y amène pour, on va dire, un peu fêter la fin du traitement et le début de la rémission. Donc ça a une petite saveur, on va dire, particulière autour de ce match qui est un peu l'introduction, on va dire, de la suite. Et puis il y a un autre match, je sais vraiment pas trop pourquoi il revient régulièrement, je crois que c'est une finale de Coupe du UEFA, ça s'appelait comme ça à l'époque, entre Liverpool et Alaves, en 2001. Et pour le scénario, les émotions autour du match, les prolongations, la tension, j'étais devant la télé et c'est une soirée qui m'est restée en tête très longtemps et auquel je repense encore de temps en temps. C'est la fameuse épopée d'Alaves avec des joueurs qui finalement derrière ont pas fait grand chose. C'est ce qui prouve aussi la force du collectif, c'est que des joueurs ont été exaltés dans un système, dans un contexte, etc. Et dès qu'on les a dispatchés ailleurs, ça a été tout de suite un peu compliqué. Je me souviens je crois qu'il y avait Cosmin Contra, le Roumain, et il devait y avoir Javi Moreno, je crois c'était son nom, l'attaquant, qui ensuite est parti au Milan. Honnêtement, j'ai pas trop de souvenirs d'énormément de noms. Je me souviens qu'il y avait Jordi Cruyff, mais c'est vraiment le souvenir des émotions, du scénario du match, de ses retournements. Voilà. Est-ce que tu en as un dernier de match ? Le dernier, c'est le dernier en date. Il est encore très frais, mais je pense au 29 avril dernier, quand on a remporté la Coupe de France. En tant qu'Occitan d'origine, c'est quelque chose qui était assez fort. Et pour le club, et pour la région, et puis de voir tout le peuple violet heureux comme ça, je pense que c'est un souvenir qui va rester
qui va rester gravé très longtemps. Ouais. C'était une très belle démonstration de football, du projet TFC, de l'avancée du projet, en fonction des joueurs qui étaient présents, des joueurs qui ont marqué, de tout ce que ça signifiait en termes de progression sur les dernières années, depuis l'arrivée de Redburn notamment. C'est vrai, alors pour le suspense, on parlait de suspense sur Liverpool Deportivo. Bon là, la finale de la Coupe de France, c'était assez limité en termes de suspense. Mais c'est vrai que c'était une belle finale dans l'ensemble. Ce qui est beau aussi, c'est de voir la Coupe de France, pour moi, c'est autant du football que les déplacements en fait de supporters. C'est toute une région qui monte à la capitale. Pour tous les clubs de province, c'est un peu le périple d'une vie de supporter. Et moi, pour avoir fait une finale à Paris en tant qu'Auxerrois contre Sedan, l'épopée de prendre tous le bus, de monter à Paris, etc., l'événement, l'attente, ensuite célébrer quand on a la chance de pouvoir célébrer. La Coupe de France, maintenant, je trouve, a vraiment perdu de la valeur à l'échelle médiatique, parce qu'on accorde de l'importance à beaucoup d'autres choses. Mais en tant que supporter d'un club de province, pour le coup, je trouve que, peut-être que pour peut-être pour des gros clubs français qui sont habitués à jouer la Coupe d'Europe, c'est peut-être un peu moins de valeur, je sais pas, mais en tout cas pour des clubs qui jouent pas souvent la Coupe d'Europe ou qui viennent un peu de nulle part, ou ça c'est toujours un événement particulier. Et quand toute une région monte à Paris, je trouve que c'est toujours des belles images et une sorte d'aboutissement de saison qui est assez chouette. Ouais, c'est vrai, mais en plus avec l'accumulation des compétitions, je te rejoins, c'est vrai que cette coupe, elle a un petit peu peut-être perdu un peu de sa saveur, mais pour autant, c'était quelque chose je pense, de très important, pour l'histoire du club, par rapport à l'histoire du club. La dernière coupe datée de 1957, si on considère qu'en tout cas, la dernière fois que la Coupe de France a été gagnée par Toulouse, c'était 1957, et je pense qu'il y a beaucoup de monde qui attendait ça. Mais ça garde effectivement cette saveur, en plus dans notre histoire plus récente, de chercher à relancer le club, de faire 2 années de suite remporter la Ligue 2 et ensuite remporter la Coupe de France, donc 2 des 3 plus grands trophées français, on va dire. C'est quand même quelque chose qui a de la valeur, je pense, pour toute la région et par rapport à notre projet aussi. Ouais. Alors souvent, mes invités, ils ont un parcours linéaire dans le football, mais toi, tu viens d'un univers totalement différent, et c'est ça qui est intéressant aussi au départ. Tu as notamment travaillé dans l'aéronautique. Alors j'ai envie de dire, comme beaucoup de gens en Occitanie, comme beaucoup de gens dans la région de Toulouse, parce que Airbus, en tout cas avec la branche ADS avant, est un des plus gros employeurs de Toulouse, de la région toulousaine, même je pense de la région Occitanie. Est-ce que tu peux nous raconter ce que tu y faisais ? Donc effectivement, moi j'ai fait d'abord des études dans le spatial et l'aéronautique, et j'ai commencé ma carrière en travaillant chez Airbus, donc d'abord en sous-traitance, puis ensuite dans une des filiales d'Airbus qui s'appelle ATR, c'est toute l'aviation régionale, les avions à turbopropulseur. Et j'ai travaillé sur tout ce qui était simulateur de vol, en fait, la formation des pilotes, la formation des mécaniciens, et puis les outils, les machines elles-mêmes, les simulateurs de vol. Donc j'ai fait ça pendant une douzaine d'années. Pour moi, pendant tout ce temps-là, le sport, ça a toujours été amateur, c'était une passion, mais vraiment rien de poussé, ou j'avais pas visionné en tout cas être dans le sport professionnel. En fait, le fait de partir dans l'aéronautique, ça a été aussi une forme pour moi je vais pas dire d'échappatoire, mais j'ai fini mes études sur la région parisienne. Enfin, j'ai fini mon lycée, j'ai commencé mes études sur la région parisienne, et le fait de partir dans une branche aéronautique, c'était aussi un moyen de revenir sur Toulouse. Donc voilà, ça s'est aligné comme ça. J'ai commencé ma carrière professionnelle comme ça. Et puis d'autres opportunités sont arrivées bien plus tard. Une envie aussi de faire autre chose au bout de 12 ans dans le même milieu. Et puis d'autres choses se sont enchaînées à partir de là. Question parcours également. On associe souvent, on va y revenir après évidemment, la data, les données, au côté mathématiques, des chiffres, des calculs, des équations, etc. Est-ce que tu étais bon en maths dans ton parcours scolaire ? J'étais pas mauvais, on va dire, en tout cas. J'ai fait des études scientifiques, donc c'est un domaine qui est assez présent, on va dire, dans tout ce que j'ai pu faire. Et puis c'est des choses qui m'intéressent. J'aime bien comprendre le pourquoi des phénomènes, ou qu'est-ce qui se passe derrière, comment est-ce qu'on peut expliquer les phénomènes justement d'un point de vue, on va dire, un peu scientifique et parfois mathématique, puisque on est capable de modéliser beaucoup de choses à travers cette approche-là. Donc, c'est des choses qui m'intéressent depuis longtemps. Ouais. Comment tu arrives au TFC ? Parce que j'ai lu qu'il y avait eu plusieurs étapes en fait entre cette partie spatiale aéronautique et l'arrivée au TFC. Je crois qu'il y a eu un voyage aux États-Unis. Enfin, il y a pas mal d'éléments qui t'ont. En fait, t'es pas passé directement de Airbus au TFC, pour que les gens comprennent. Est-ce que tu peux nous détailler un peu ce laps de temps entre ta sortie de ces 12 ans où tu disais que tu voulais voir un petit peu autre chose et ton arrivée au TFC ?
Ouais, donc en 2015, on a eu une opportunité familiale avec mon épouse et ma grande fille de partir en Californie. Et en fait, là-bas, j'ai été embauché dans un lycée, en fait. Enfin, au niveau lycée, il y avait plusieurs niveaux, c'était une école privée. Mais au niveau lycée, et pour être entraîneur de foot la moitié de l'année, notre foot, et entraîneur de baseball l'autre moitié de l'année. Alors le baseball, parce que c'est un sport que j'ai beaucoup pratiqué, beaucoup plus que le foot. J'ai dû faire 2 ans ou 2 ans et demi de foot en club quand j'étais plus jeune, venant d'une famille qui était beaucoup plus axée rugby. Le foot n'avait pas forcément une belle image, donc c'était que à la télé pour moi. Donc j'ai beaucoup plus joué au baseball, c'est un sport qui m'intéressait, et c'est aussi ce qui m'a ouvert les portes là-bas en arrivant en Californie. Et puis de fil en aiguille, j'ai rencontré des personnes, notamment des gens qui travaillent dans le baseball pro. Notamment, j'ai un ami qui fait un peu le même job que je fais aujourd'hui, mais dans le baseball pro. On a beaucoup échangé sur justement la façon dont ça fonctionne dans le baseball, leurs approches, comment est-ce qu'ils travaillent autour de ça, toutes les parties prédictives, justement. Et c'est de là où j'ai commencé à me poser la question, mais qu'est-ce qui est fait dans le foot? Jusqu'où on peut aller? Est-ce qu'on peut commencer à pousser certaines approches? Comment est-ce qu'on peut modéliser? En me renseignant, j'ai vu que début des années 2010, il commençait à y avoir des choses qui ressortaient, notamment sur toute la communauté anglophone, on va dire. Et j'ai commencé à me former, à m'y intéresser, puis à commencer, moi, à développer certains modèles à partir de là. Je suis rentré en 2018 en France, et jusqu'en 2020, j'ai bossé pour une boîte d'analyse de données qui fait du conseil. Et eux, dans leur logique, c'était de développer ce qu'ils appelaient la vertical sport. Donc j'étais en charge de ça. Et là, j'étais en contact avec différents clubs de foot, des clubs de basketball, des fédés, des clubs de rugby, justement pour travailler tout ce qui était autour de l'analyse de la donnée, qu'est-ce qu'on pouvait faire, comment est-ce qu'on pouvait modéliser, comment est-ce que ça pouvait leur apporter des choses nouvelles. Et puis est arrivé le Covid, début 2020. Là, la société m'a fait comprendre que ça allait être compliqué de continuer parce qu'en plus, en France, beaucoup d'activités sportives se sont arrêtées. Donc, plus trop de clients, plus trop de marché. Et à ce moment-là, il y avait une conférence aux États-Unis à Seattle, donc organisée par le club local des Sounders. Et ils ont créé une compétition en fait sur justement l'analyse de données dans le foot. Et c'était un peu un sujet libre. Pour passer le temps, j'y ai participé. J'ai créé un petit scénario en disant, tiens, on est la nouvelle équipe de Liga, on vient d'être promu, et puis première journée, on joue Barcelone. Donc qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour bien figurer? Et puis j'ai fait un petit rapport comme ça de 5 pages à destination d'un staff fictif en disant voilà, il va falloir qu'on fasse attention à telle chose, vraiment sur accès données. Et puis il se trouve que j'ai remporté ce concours. Et à ce moment-là, c'est une période où Redbird est en train de discuter avec Olivier Sadran pour racheter le club ici de Toulouse. Et ils sont présents, eux, à cette conférence. Et puis ils voient, tiens, c'est un Français qui a gagné, tiens, il habite à Toulouse. Les planètes s'alignent. Et c'est là où ils m'ont contacté pour rejoindre le projet. D'accord. Et qu'est-ce qui en ressortait de ton rapport pour essayer de ne pas prendre 5 buts contre le FC Barcelone? Il y avait plusieurs approches. C'était justement par rapport à des zones de prédilection sur lesquelles Barcelone aimait attaquer et aimait créer de la valeur. Donc faire attention à ces situations-là. Quelles relations bloquer en priorité ou ne pas faire de faute aussi pour éviter les coups francs de Messi. Enfin, ce genre de choses. Venons-en à la data appliquée au football. Déjà, un élément de base sur son utilité, ça peut être dans le recrutement, ce dont on parle assez souvent à l'échelle de Toulouse, mais même de manière un peu plus générale. On axe vraiment ça sur le recrutement. Ça peut être aussi sur la prépa physique. Ça peut être sur le secteur médical, où il y a beaucoup de données à traiter également. Ça peut être dans le service marketing, dans le service billetterie. En fait, quand on parle de données, ça va même au-delà du terrain, en fait, dans un club de foot, la donnée est partout parce qu'il faut tout étudier pour mieux comprendre son contexte, son environnement, essayer de maximiser tout notre travail à faire. Ça peut être aussi sur la relation avec les supporters, etc., les newsletters, enfin, beaucoup de choses. Si on reste sur le côté terrain, la data reste une approche, je ne sais pas si je dois dire nouvelle, on va dire récente plus que nouvelle. En tout cas en France, pas chez les anglo-saxons qui sont vraiment en avance là-dessus, mais en France, ça reste assez récent. Comme toutes les nouveautés, il y a des gens qui suivent et il y a des gens qui suivent pas. Et il y a beaucoup de gens qui sont sceptiques parce que ça remet en cause aussi beaucoup de leurs croyances.
ou beaucoup de choses qu'ils pensent savoir ou qu'ils savent, parce que voilà, pourquoi pas. Toi, qui es immergé là-dedans depuis un petit moment, quelle approche ou quels éléments tu utiliserais pour convaincre ces gens sceptiques sur le côté terrain de l'utilité de la data au quotidien? Alors, je ne sais pas si tu veux partir sur le côté terrain en fonction de l'équipe qui est présente ou sur le recrutement, enfin, ce que tu veux, en fait, tu peux partir dans toutes les directions que tu veux. Mais si je te dis, bah voilà, moi je te dis que la data, ça sert à rien dans le foot et que les yeux des gens, ça suffit, comment toi, tu vas essayer de me convaincre? Déjà, c'est ton droit de penser ça. Ouais, bien sûr, bien sûr. C'est une bonne question, puis c'est une question délicate parce qu'en fait, je ne sais vraiment pas si c'est possible en fait de faire changer les avis là-dessus, à court terme en tout cas. J'ai essayé, les rares fois où j'ai essayé, j'ai pas eu l'impression d'avoir un gros impact parce que pour plein de raisons différentes, la peur de l'inconnu, l'incompréhension justement de l'inconnu, une forme de rester confortable justement, comme tu disais, dans ses croyances, parfois ça rassure. On est dans un milieu qui est hautement compétitif et le droit à l'erreur est assez faible, on va dire. Donc, j'ai aussi conscience que c'est compliqué de réussir à sortir des sentiers battus de prime abord. Si je devais dire quelque chose, et ça peut paraître prétentieux, mais je dirais que quand on est arrivé en 2020, juin 2020, il n'y avait pas grand monde qui voulait venir au club. Au bout de 2 ou 3 journées, on était dernier de Ligue 2. On avait dû faire 2 défaites et un match nul. À ce moment-là, il n'y a vraiment personne qui s'intéressait au TFC ou qui avait envie de nous rejoindre. Puis un peu moins de 3 ans plus tard, on a 2 trophées majeurs. On a remonté le club un peu plus proche de là où on voudrait qu'il soit, là où il devrait être. Et tout ça en ayant basé un projet sur la data. Et quand je dis ça, c'est dans le sens où, effectivement, c'est prégnant dans notre façon de travailler, c'est-à-dire que on prend des décisions au quotidien, on va prendre des décisions stratégiques sur comment on crée l'équipe, comment est-ce qu'on utilise nos ressources financières, quel poste il faut qu'on renforce, quel joueur on va prendre sur le marché. La data est présente vraiment dans toutes ces questions et ça nous permet à nous d'être cohérents et de créer une cohérence et une ligne de conduite. Il faut qu'on soit très discipliné autour de ça, mais ça nous donne une ligne de conduite qui n'est pas liée en fait aux personnes présentes. C'est-à-dire que demain, moi, je peux partir. La personne qui me remplacera, les process font en sorte qu'en fait, on aura toujours cette même cohérence parce que les données sont les mêmes, les modèles peuvent évoluer, ils grandissent, ils progressent, ils deviennent plus matures, ils deviennent plus efficaces, mais au final, la logique sera la même dans notre projet. Donc ça, pour nous, c'est une force et c'est vraiment ce pourquoi on se base sur cette approche. Est-ce que tu penses que le côté mathématique un peu froid, on sait que les maths, il y a beaucoup de gens à l'école qui n'aiment pas ça. La data, c'est comme des chiffres, beaucoup de chiffres. Quand on parle d'expected goals, il faut comprendre de quoi on parle, comment c'est calculé, avec quelle formule mathématique, à quoi correspond le 1,5 par exemple. Quand on a 1,5 XG à la fin du match, à quoi ça correspond? C'est plus difficile à comprendre qu'il y a eu 20 tirs cadrés. Même si au final, les 20 tirs cadrés, au total, ils ont une valeur de 0,40 à la fin, ce qui veut dire qu'en fait, t'as tiré de loin, t'as cadré très bien, mais t'avais quasiment aucune possibilité de marquer sur les modèles établis. Est-ce que tu penses que le côté un peu mathématique aussi rebute les gens? On sait que les chiffres, c'est pas toujours facile et que voilà, les maths, c'est pas la matière préférée des gamins à l'école, en fait. Ouais, complètement. Enfin, que ça puisse rebuter une certaine partie de population, c'est comme ça, effectivement. Les maths, c'est pas forcément sexy pour tout le monde, je le comprends. Maintenant, je pense aussi que c'est une erreur d'essayer de prendre une approche, on va dire, data sans les bonnes compétences au départ. C'est-à-dire que si effectivement on n'a pas d'appétence pour ça et se poser ces questions autour de la science, de la data science, ça peut être compliqué. Et c'est là où on ouvre un peu la porte à des interprétations qui peuvent aller dans tous les sens et ensuite dire la data ça sert à rien. C'est un outil, et c'est comme tous les outils, si on s'en sert mal, ça apporte aucune valeur. J'essaie de vulgariser ça un peu en parlant de météo, en disant en gros, moi je suis le présentateur météo, c'est-à-dire que si je vous dis demain il y a 70% de chances qu'il fasse beau, ça donne une tendance, ça va peut-être vous aider à décider si vous allez pique-niquer avec votre famille ou pas. Ça n'empêche pas que peut-être à un moment donné il va pleuvoir. Peut-être qu'à un moment donné, il ne fera pas exactement la température qu'on avait prédit. Mais cela dit, on se base sur de l'historique qu'on a pu collecter. On crée des modèles et qui nous donnent une tendance sur
sur ce qui peut se passer, ce qui a plus de chances de se passer. Et c'est là où c'est le côté intéressant, parce que je pense que personne n'a envie de regarder la météo pour qu'on lui dise hier ou avant-hier, il a plu, on le sait. Mais par contre, si on arrive à créer de la valeur en ayant cette approche, c'est un outil qui peut être tout à fait intéressant. Ouais. Dernier élément pour les sceptiques, je trouve que au TFC, vous avez une démarche intéressante qui est de vouloir justement vulgariser, de vouloir présenter comment vous travaillez, mais au-delà de simplement présenter comment vous travaillez, la conséquence de ça, c'est que vous expliquez votre travail, vous expliquez à quoi sert la data. Damien Comolli a fait pas mal d'interventions médiatiques. Ta présence aujourd'hui prouve que aussi le TFC est tout à fait à l'aise pour laisser parler un peu tout le monde sur la data, enfin en tout cas les gens compétents sur la data, pas tout le monde mais les gens compétents. Est-ce que tu penses que les clubs ont aussi un rôle à jouer d'ouverture entre guillemets pour à la fois les supporters des clubs, à la fois le grand public peut-être, un peu plus même que les simples supporters, et puis les médias, parce que quelque part les médias sont aussi l'interface entre vous, même si c'est de moins en moins vrai parce que vous avez aussi vos canaux de je dis vous en tant que club, vous avez vos canaux de communication, mais les médias sont aussi une passerelle entre les clubs et le grand public, etc. Est-ce que tu trouves vraiment que vous le faites bien ? Je trouve qu'il y a encore beaucoup de choses à faire et plus les clubs ouvriront les portes sur, évidemment sans révéler tous les secrets, c'est pas l'idée, mais sur l'utilité de la data, sans même aller jusque dans vraiment les détails, c'est pourquoi on le fait, comment on le fait, dans quel intérêt, dans quel but. Je trouve que ça aiderait aussi à de plus en plus comprendre et se familiariser avec ces termes-là. Oui, je pense que c'est aussi pour ça qu'il y a eu un choix, en tout cas au niveau du club, de communiquer aussi autour de ça, puis d'essayer de vulgariser au maximum. Comme l'a dit le président Comolli, on travaille avec la data autour de quasiment tous les sujets sportifs parce que ça fait partie de notre projet, ça rentre petit à petit dans notre ADN, dans notre culture, mais il faut qu'on soit aussi dans une capacité à expliquer le pourquoi du comment à toutes les personnes qui travaillent avec nous dans le club pour commencer. Si on n'a pas cette capacité-là, si on n'est pas capable d'amener les gens avec nous et de leur faire comprendre la valeur de cette approche, on va aller nulle part non plus. Donc vraiment le point de départ, c'est vraiment d'être en capacité d'expliquer l'approche, d'embarquer tout le monde avec nous pour qu'on soit tous alignés et qu'on aille dans le même sens. Et un des outils, c'est effectivement de vulgariser, de chercher à vulgariser au mieux pour que ce soit accessible à tout le monde. Si on rentre dans ton quotidien, est-ce que tu peux expliquer aux auditeurs ce que le responsable des données football, le monsieur Data, fait au TFC ? Alors, quotidien, ça peut être beaucoup de choses, mais voilà, de nous donner quelques étapes de ton travail au quotidien au TFC, les domaines sur lesquels tu interviens, tes principales missions que tu as au TFC, les rapports que tu peux avoir avec le staff, avec la dirigeance, etc. etc. Donc effectivement, je couvre toute la partie sportive. Pour schématiser, on va dire que mon rôle, c'est de m'assurer que si ce n'est pas toutes les décisions, mais en tout cas la majorité des décisions qu'on est amené à prendre au niveau du sportif soient prises basées sur des évidences, sur la data, sur la science, sur du concret. Donc l'idée, c'est d'accompagner un peu tout le monde sur la mise en place de process de travail qui sont dans cette logique. Comment est-ce qu'on collecte la donnée ? Comment est-ce qu'on la travaille ? Comment est-ce qu'on la visualise ? Comment est-ce qu'on la présente pour que ça ait de la valeur en fonction de tous mes clients, on va dire, au final, à l'intérieur du club, dans cette approche, que ce soit le staff technique, que ce soit les préparateurs physiques, tous ceux qui sont impliqués dans la préparation des joueurs, dans la cellule de performance. Je fais ça, on va dire, à 95% pour les pros, parce que ça prend déjà pas mal de temps, mais l'idée, c'est qu'on couvre aussi le centre de formation et les féminines, et qu'à terme, on soit vraiment aligné sur toute la partie sportive au sein du club, sur ces aspects-là. Donc, qu'est-ce que ça couvre ? Ça couvre au niveau, on va dire, technique, ça couvre toute l'analyse de nos performances collectives, individuelles, ça couvre l'analyse de l'adversaire, ça couvre la mise en place d'objectifs de jeu sur la saison, la partie recrutement, donc tout ce qui va être pré-match, post-match, en lien avec ensuite les analyses vidéo, où on va utiliser toute la data pour en gros expliquer le quoi, qu'est-ce qui nous intéresse, qu'est-ce qui a de la valeur, et puis ensuite mettre en image tout ça pour expliquer le comment, montrer au staff comment est-ce que cette valeur est créée. Et puis ensuite, il y a tout ce qui va être
gestion des joueurs, on va dire, au quotidien. Donc là, c'est vraiment en termes de support à la cellule performance, tout ce qui va être gestion de charge, le wellness des joueurs, les objectifs de la semaine, les objectifs quotidiens, comment est-ce qu'on ajuste, voilà, les accompagner vraiment pour que les décisions qui soient prises de manière les plus objectives possible et éviter les cas, oh bah tiens, lui, il a l'air fatigué, ou lui, il est jeune, il peut enchaîner. Non, avoir vraiment un maximum de points objectifs pour dire OK, là, on peut rajouter, là, il faut qu'on fasse attention, lui, il doit se reposer, etc. C'est là que c'est intéressant parce que, je le disais en préambule, on parle souvent de la data sur le côté purement terrain, performance technique, on va dire. Alors qu'en fait, dans ton quotidien, il y a aussi beaucoup d'aspects physiques. Sur le médical, quand tu parlais de bien-être, par exemple, quel type de données on regarde pour évaluer je parle vraiment de données, là, pour le coup, pas simplement de discussion avec le joueur. Quel type de données on regarde pour évaluer le bien-être du joueur à l'instant T ? Alors, déjà, avant de répondre, je veux quand même préciser qu'effectivement, le point de départ, c'est le foot. Tout ce qui va être préparation des joueurs, les données physiques, c'est un outil pour bien jouer au foot. C'est pas une fin en soi. Donc, dans mon quotidien perso, les données foot ont beaucoup plus de place que les données fitness. Cela dit, effectivement, les joueurs, on doit les gérer au quotidien. Donc, c'est ce qui revient un petit peu plus, on va dire, au long de la semaine. Mais le poids dans nos analyses, c'est vraiment la performance foot jour de match, quoi, on va dire. Ensuite, pour la façon dont on a approché ça, pour vraiment suivre nos joueurs au quotidien et au cours de la semaine, la meilleure personne pour en parler chez nous, ce serait les sport scientists ou des gens avec qui tu as déjà discuté, parce que c'est vraiment le cœur de leur métier. Mais on n'a pas inventé la roue, on s'est vraiment basé sur les études scientifiques, sur les publications scientifiques, en se posant la question qu'est-ce qui a de la valeur dans notre contexte, qu'est-ce qu'on peut faire pour entraîner les joueurs au maximum de leur capacité sans les mettre dans le rouge, ni en surentraînement, ni en sous-entraînement. Et donc, on a vraiment pris la littérature scientifique, on l'a appliquée à notre contexte. Donc là, j'ai développé un outil, je parlais de wellness, donc d'état de forme, où on va prendre tous les jours des informations comme sur le sommeil, sur les courbatures, la récupération. Je me permets de te couper, c'est du déclaratif en fait. Exactement. Et donc c'est là où c'est intéressant, c'est que c'est du déclaratif, donc on part d'une logique subjective au départ. Et ce qui va nous intéresser, c'est pas forcément la valeur elle-même que le joueur nous donne, parce que moi je peux me sentir bien et mettre 7 sur 10, et quelqu'un qui va se sentir bien va dire c'est 10 sur 10. Ce qui va nous intéresser, c'est les variations. C'est la déviation du normal de chaque individu, on va dire. Et donc, on va utiliser ça plus comme un message d'alerte, en fait, une forme de signal d'alerte, de dire attention, là, il y a une déviation qui est significative. Qu'est-ce qui se passe ? On va dire c'est la porte d'entrée à la discussion ensuite qui s'installe, à l'analyse. Est-ce qu'on a des données physiques qui matchent ça ? Est-ce qu'on a des informations médicales qui matchent ça ? Est-ce qu'il s'est passé quelque chose chez ce joueur en particulier qui fait qu'il y a ça qui apparaît et qui est pas normal dans le contexte auquel on est ? C'est cette logique-là, et c'est la même logique si je reviens sur les données foot. C'est-à-dire que c'est la même logique, on crée une base de vérité commune, on va dire, qui est la base de discussion. Et ensuite, les expertises des uns et des autres rentrent en jeu pour expliquer ces phénomènes, mais au départ, on a cette vérité commune qui est objectivée et sur laquelle on s'appuie. Justement, il y a un terme que tu utilises en rapport avec la data, l'objectivité de la data. C'est là où est la puissance des chiffres, quelque part, là où l'œil humain peut être... qu'on qualifie un peu plus de subjectif, selon par exemple des sentiments, des expériences, des impressions, des préférences, qui peut être aussi soumis à des biais cognitifs, même si avec la data, on pourrait y revenir, il y a peut-être éventuellement aussi quelques biais à contourner et à éviter. Je trouve qu'il y a un mot qui est clé, peut-être pour expliquer l'utilité de la data et le développement de la data dans le foot, qui arrivait après d'autres sports, c'est réduire les risques. Parce qu'on sait que dans le sport, il y a quelque chose que tu ne peux pas toujours maîtriser, ce qu'on appelle le fameux aléa sportif, mais qui existe vraiment parce que un mauvais contrôle imprévu qui peut donner la balle à l'attaquant qui file au but et ses buts, tu peux pas le prévoir. La mode de terre qui peut dévier un tir, tu peux pas le prévoir. Donc en fait, l'idée de la data aussi, c'est de réduire au maximum les risques pour accéder à la performance. Est-ce que tu penses que c'est vraiment cette vision-là qui a permis de convaincre à la fois les dirigeants, à la fois les propriétaires de clubs, si c'est pas les mêmes,
les entraîneurs, les joueurs aussi, qui doivent être sensibles à ça, de vraiment s'intéresser à ça et de miser beaucoup, un peu moins, selon les préférences de chacun, sur les données. Et risque financier aussi d'ailleurs, parce que quand on parle de risque sportif, ce qui en découle aussi souvent, c'est des risques financiers. Non, complètement. Je pense que ça en fait partie, parce que si on regarde un peu la façon dont ça se passe à Brentford ou à Brighton, pour prendre les deux exemples anglais les plus connus, c'est à chaque fois des profils de personnes qui pensent long terme, qui n'ont pas peur de la perte court terme. Et ça, c'est vraiment une logique de réduction des risques au maximum. Il y a une logique qui, pour moi, ressemble un peu au poker, en fait. C'est qu'à chaque coup, calculer la cote et se dire est-ce que je prends le risque ou pas, c'est un peu la même logique. Et c'est se dire je peux perdre ce coup, mais le coup suivant, avec exactement la même logique, je peux le gagner. Mais je sais que mathématiquement, si je joue ce coup toujours de la même façon, sur les 1000 fois, je le remporterai 645 fois. Et ça me suffit. Et c'est vraiment ça, cette logique de limiter le risque et d'avoir cette approche-là. Tu vois, le président dit souvent on peut perdre, mais on n'a pas le droit de ne pas être préparé. Et je pense que ça a un lien avec ça appelle directement à cette approche-là de dire on doit faire tout ce qu'on peut pour minimiser les risques. Et après, l'aléatoire va arriver de toute façon. Et parfois, on va gagner, parfois, on va perdre. Si on a bien travaillé et qu'on a bien minimisé les risques en amont, on gagnera plus souvent. Mais l'aléatoire arrivera quoi qu'il arrive. Et ça, on n'a pas la main dessus. Une des choses qui m'agace le plus quand on parle de data, de données, c'est que on le met en opposition avec l'humain. Déjà, la première chose, c'est que derrière les données, il y a aussi des humains pour les traiter. Tu en es une des preuves que la compétence humaine est aussi très utile pour se servir des données, de la technologie. Si on parle du recrutement, avec la stratégie du TFC, beaucoup pensent que les joueurs sont recrutés simplement sur des algorithmes et qu'on les voit jamais jouer. C'est un truc qui revient, je sais pas pourquoi. En gros, c'est tout ou rien, c'est blanc ou noir. C'est la data, c'est les gens ne se servent que ça. Personne ne recrute où on nous dit voilà, ils ne recrutent que sur de la data, sur une feuille, sur un tableau Excel, pour faire simple. Alors qu'en fait, les deux sont totalement complémentaires. Ils doivent être utilisés. Après, chacun équilibre comme il veut, met la balance ou comme il l'entend, mais doivent être utilisés parce que le recrutement, évidemment, qu'il y a beaucoup de travail qui peut être fait sur la donnée, mais il y a une partie plus humaine qui ne peut pas être très en donnée. Je parle sur la personnalité du joueur, sur le travail de renseignement, sur les traits de caractère, sur lire des interviews, par exemple, c'est très utile aussi. Il y a beaucoup de recruteurs qui lisent des interviews des joueurs pour voir un petit peu à qui ils ont affaire, parce qu'il y a des réponses qui sont assez symptomatiques de l'état d'esprit, de ce qu'il veut faire, etc., de comment il se fonde dans un groupe aussi. Des choses qui peuvent ressentir d'interviews qui sont données comme ça. Cette opposition systématique entre data et humain, entre guillemets, est assez étrange, alors que vous, dans votre quotidien, vous savez que évidemment que la data est essentielle et c'est le centre, le cœur du projet du TFC à l'heure actuelle, mais c'est pas pour autant qu'il n'y a pas des gens qui se déplacent, des gens qui regardent, des gens qui observent, etc. Et ça va dans la logique encore de réduire les risques, de minimiser les risques au maximum. Effectivement, la data est très présente chez nous, mais comme tout le reste, il y a d'autres facteurs qui rentrent en ligne de compte, et notre capacité financière en est aussi une. Je peux créer mes algorithmes et Mbappé va sortir en premier, c'est pas pour autant qu'on pourra aller le chercher. Voilà, il y a plein de facteurs qui rentrent en compte. Cette logique aussi d'investiguer un peu sur les joueurs, d'essayer de comprendre leur parcours, leur environnement familial, leur éducation, tout ça, c'est des choses auxquelles on fait attention. Et on a des exemples dans notre histoire récente, sur les 3 dernières saisons, où on a identifié des joueurs qui avaient des super bonnes data par rapport à ce qu'on recherche, et puis on n'a pas poussé plus loin. Enfin, on a fait cette investigation, discuté avec des gens, des anciens coachs, des anciens partenaires, et puis on n'a pas poussé parce que par rapport au retour qu'on a eu, on s'est dit que le joueur n'allait pas rentrer dans notre culture, dans ce qu'on essaie de faire, de mettre en place, etc. Donc effectivement, comme tu le dis, on reste des humains tous. Les joueurs sur le terrain sont des humains, donc c'est aussi quelque chose qui est important à prendre en compte, mais effectivement, il n'y a aucune raison de mettre l'un contre l'autre. On est dans une logique de minimiser les risques. Je pense que d'avoir cette approche, on va dire un peu générale, complète, ça marche plutôt bien jusqu'à présent pour nous. On a plus de succès que d'erreurs. On est dans une logique de minimiser les risques. Cela dit, c'est pas la data contre
des approches plus classiques, plus consensuelles. C'est marrant parce que ça me fait penser à une discussion que j'avais eue avec Brendan McFarlane quand il était encore au club, qui me disait c'est incroyable parce que le foot, c'est un milieu, c'est quasiment le seul milieu où on investit des millions sur une personne qu'on veut recruter sans faire le moindre entretien d'embauche. Alors que dans tous les autres domaines, il y a entretien d'embauche avant. Ça a du sens de le voir aussi de ce prisme-là. Une part importante du travail sur les données, c'est de bien sélectionner les éléments, parce que finalement, des catégories de données aujourd'hui, il y en a des centaines et des centaines. Alors, je parle de données techniques, pour le coup, mais même qu'on peut allier à des données physiques aussi, qui sont disponibles selon certains fournisseurs de data. C'est pas tout de récolter les flux, il faut aussi les trier, il faut aussi créer des modèles selon, par exemple, les différents postes. Qu'est-ce qu'on attend d'un milieu de terrain? Qu'est-ce qu'on attend d'un ailier dans notre club? Qu'est-ce qu'on attend d'un défenseur central? Qu'est-ce que on attend d'un gardien chez nous, par exemple? Si j'ai bien suivi l'organisation du club, et tu peux me corriger si c'est pas le cas, et notamment de Redbird, il y a une première partie du travail de sélection qui est gérée par une société qui fait partie du groupe Redbird, qui s'appelle Zelus Analytics. Comment est-ce que vous travaillez avec eux? Et en gros, comment vous sectionnez le travail de la récolte de la data à, on va dire, un produit fini? Si on prend tout le flux classique des données de façon générale, que ce soit dans ce qui est censé être fait dans un club de foot ou dans n'importe quelle industrie, il y a effectivement toute la partie collection, on va dire, de la donnée, que ce soit qu'on l'achète, soit qu'on la crée nous-mêmes. Il va falloir la mettre en base de données. Ensuite, il va falloir modéliser ce qu'on a envie de voir. Et puis ensuite, il va falloir interpréter et éduquer. Parler à notre audience et expliquer les tendances et ce qui a du sens. Donc effectivement, si je prends tout ce process-là, Zelus a un rôle dans notre fonctionnement où eux collectent les données, ils créent les bases de données, donc toute la partie engineering, on va dire. Et puis, il y a à peu près une dizaine d'équivalents temps plein de data scientists qui travaillent ensuite sur la partie foot, donc avec moi, parce que Zelus fait d'autres sports aussi. Et donc là, on va travailler en commun pour tout ce qui va être modélisation de ce qu'on veut voir. Juste sur le terme modélisation, qui moi me parle évidemment, est-ce que pour les auditeurs, tu peux expliquer ce que tu appelles un modèle ou une modélisation à partir de données? Alors, si on va prendre l'exemple du modèle expected goal, qui est peut-être le plus connu, je ne sais pas, mais en tout cas celui dont on parle le plus, où effectivement l'idée c'est de dire qu'on regarde des données historiques, on va regarder où est-ce qu'est fait le tir, avec quelle partie du corps, quelle est l'action précédente, est-ce que c'est une passe, est-ce que c'est un dribble, est-ce que le tir a été assisté ou pas, ouais. Voilà, est-ce qu'on est dans le jeu, est-ce que c'est un coup de pied arrêté, la vitesse de la séquence de possession, combien il y a de joueurs entre le ballon et le but au moment du tir. On peut alimenter avec ce qu'on a envie, en fait, ce modèle-là. Donc déjà, il y a un travail de se dire quels sont les paramètres qui ont du sens à mettre dans notre modèle. Et puis ensuite, quand on dit modéliser, on va faire en sorte que la machine prenne tous ces paramètres et nous créer un modèle, ce qui s'appelle un modèle prédictif, c'est-à-dire nous dire la prochaine fois que je revois cette situation avec tel paramètre, je sais dire que historiquement, dans 62% des cas, ça a fini en but. C'est d'ailleurs pour ça que sur les expected goals, on a parfois des valeurs qui sont différentes selon les fournisseurs de data, parce qu'en fait, leur modélisation, dans leur modélisation, il n'y a pas toujours les mêmes stats, où il y en a certaines qu'il n'y a pas dans certains modèles et pas dans d'autres, ou qui sont interprétées de manière différente, et donc ça donne des résultats. Alors généralement, la différence, elle n'est pas, on ne parle pas du simple au double, mais il peut y avoir des légères variations en fait. Ouais, tout à fait. Tous les modèles sont vraiment différents, et c'est là où en fait la compétence de data scientist pure est très importante pour être vraiment en capacité de faire des arbitrages sur qu'est-ce qu'on met dans nos modèles ou qu'est-ce qui n'a pas de sens à mettre dans le modèle. À partir de là, on a une forme de relation un peu client-fournisseur où on s'auto-alimente, c'est-à-dire que sur le terrain, je vais avoir en charge de toute la partie analyse, éducation, explication de ce que nous apprennent ces différents modèles, et puis en même temps, je peux leur faire remonter certaines informations sur comment est-ce qu'on améliore le modèle, qu'est-ce qui a du sens de ma perception plus foot, comment est-ce qu'on va faire progresser. Et quand j'ai des problématiques qui apparaissent, je suis aussi en capacité, moi, à modéliser, on va dire, rapidement pour avoir un premier élément de réponse. Ensuite, leur fournir la question ou le contexte. Eux, ils ont la capacité à travailler sur du temps plus long, on va dire, et ensuite vraiment de travailler sur 6, 8, 10 mois
aller créer des modèles qui sont plus robustes, qui vont nous permettre de voir plus long terme. On a cette relation et c'est très enrichissant d'avoir cette capacité, d'échange, et moi, de pouvoir vraiment être concentré sur le quotidien et cette rythmique de club qui va très très vite. Un match tous les dimanches et puis quand il y a la coupe ou quand on joue l'Europe encore plus fréquemment. Donc on est vraiment dans la machine à laver, entre guillemets, et d'avoir cette capacité aussi à penser plus long terme et avoir des projets plus long terme. Il y a un élément qui est central, c'est le modèle de jeu. Quand on parle de données, je parle évidemment à la fois sur l'analyse de ce que Toulouse fait, des joueurs actuels, mais aussi dans l'analyse du recrutement, parce que les joueurs qui vont être recrutés doivent être en capacité de s'intégrer dans le modèle de jeu qui a été défini. C'est pour ça d'ailleurs que parfois il y a des choses un peu bizarres. Quand on entend, ça m'est arrivé récemment, un président nous parler de 4 entraîneurs différents qui pourraient arriver pour remplacer le partant, avec des profils tellement différents que tu te dis en fait, ils n'ont pas créé cette identité-là, ce modèle de jeu, parce que sinon, il y en a la moitié qui ne rentrent pas là-dedans en fait. C'est pour ça que ce modèle de jeu-là, il est essentiel, et que quand tu vas regarder ensuite, analyser les différents profils dans le recrutement, tu prends pas un joueur juste parce qu'il est bon en fait. Parce que ça, c'est facile, entre guillemets, tu fais tourner les algorithmes, tu prends le premier et puis c'est bon. Mais est-ce que le premier est en capacité de s'intégrer ? Est-ce que le premier milieu de terrain, est-ce qu'il a le profil pour évoluer dans le système qu'a créé Toulouse et dans les attentes qu'a Toulouse pour ce poste-là ? Est-ce que ça a été votre première tâche, entre guillemets, importante quand Redbird est arrivé, quand tu es arrivé, de vraiment réussir à définir, je ne sais pas si on doit parler d'identité de jeu, de modèle de jeu, je ne sais pas comment on doit le définir, mais en tout cas pour vraiment avoir une base sur laquelle ensuite tout le travail peut s'appuyer. Ouais, complètement. Pour moi, ça doit être la première pierre à l'édifice. Et il y a eu un gros travail du président quand il est arrivé autour de ça, à prendre en compte, y compris la culture, l'histoire du club, la culture régionale, quelles sont les attentes autour de l'équipe, et une analyse un peu plus data, objective, en disant qu'est-ce qu'il faut qu'on fasse pour avoir du succès, pour gagner des matchs. Et puis on a mis tout ça ensemble pour définir un peu quel allait être notre projet de jeu, notre philosophie. Et effectivement, c'est le point de départ de tout, parce que, comme tu disais, par exemple, à Red Bull, ils ont une identité de jeu qui va les amener à regarder des statistiques qui sont complètement différentes de celles que pourrait regarder Barcelone pour voir s'ils ont fait un bon match ou quels sont les joueurs qui veulent prendre. Barcelone qui est sur un projet de jeu qui est complètement différent. Donc, pour nous, c'est effectivement le point de départ. C'est le projet de jeu, c'est la philosophie. Comment est-ce qu'on veut gagner ? Et il faut qu'on soit cohérent autour de ça. Je reprends ce terme-là parce que effectivement, il faut qu'on identifie les bonnes métriques, les bonnes stats, les bons modèles qui vont nous permettre d'aller dans cette logique-là. Et ensuite, je vais réutiliser le terme de discipline, mais il faut qu'on soit aussi discipliné parce qu'on a tous humainement des croyances ou des envies ou des émotions différentes par rapport au football. On apprécie des types de foot qui peuvent être tous différents, mais une fois qu'on a cette feuille de route, il faut qu'on soit vraiment discipliné et qu'on se tienne à ça, parce que sinon ça va pas marcher. Oh, geez, Dad, not the car again. Oh, happens all the time with old Betsy. Have you checked out Carvana yet? They have thousands of cars for under $20,000. But do those thousands of cars have personality like old Betsy? Betsy's held together by tape. And there are raccoons living in the engine. It's a family car. There are flames on the hood? Custom paint job. No, Dad, the car's on fire. How many cars did you say Carvana had? Visit Carvana.com to shop thousands of cars for under $20,000. We'll drive you happy at Carvana. Justement, est-ce que cette feuille de route influe aussi sur les champs de recherche dans le recrutement ? Je m'explique. Mettons, je ne vais pas forcément prendre l'exemple de Toulouse, mais de prendre de manière plus générale. Mettons que l'équipe, elle a un style très proactif, qu'elle ait beaucoup le ballon, que l'entraîneur décide qu'il faut essayer de récupérer le plus rapidement possible le ballon, ne pas le laisser à l'adversaire, donc être assez haut sur le terrain, donc ce qui veut dire avoir une ligne de défense haute, avec des caractéristiques donc pour les défenseurs sur la gestion de la profondeur, etc. Mettons que cette équipe ait cette identité-là. Est-ce que sur le recrutement, ça a une implication quand on regarde les joueurs en se disant il faut aussi qu'on regarde des clubs qui jouent un petit peu comme nous ? Parce que les joueurs qui vont jouer dans ces systèmes qui s'approchent un peu de l'équipe actuelle, ils auront déjà beaucoup de repères, ils auront déjà beaucoup de
de capacité à s'intégrer dans notre modèle de jeu, ou est-ce que la data permet de se dire, même dans les équipes où on est sur un style de jeu totalement différent, par exemple quelque chose de très réactif, où on est plus sur un bloc médian, où finalement on est très agressif dès qu'il s'approche de la ligne des 40 mètres, et puis qu'ensuite le but c'est d'aller très très vite, un jeu très vertical vers l'attaque. Mais avec la data, on peut aussi repérer des milieux de terrain, par exemple, pour reprendre un milieu de terrain, ou des défenseurs, par exemple, qui ont une excellente capacité de jeu vertical, qui vont nous servir aussi sur du jeu de possession. Est-ce que le modèle de jeu influe sur la recherche de joueurs dans des modèles de jeu équivalents dans d'autres pays? Si, je pense que ça a du sens. Effectivement, ça permet d'avoir d'un côté un petit peu plus de certitude dans l'approche. Effectivement, si on est en capacité à ressortir ce genre de choses, et puis ça peut favoriser l'intégration. En même temps, il y a peut-être des joueurs qui ont cette capacité-là, mais qui ne jouent pas dans la bonne équipe, entre guillemets, par rapport à ses capacités individuelles. Donc, il faut aussi qu'on soit en capacité à essayer d'identifier ça. Et donc, c'est là où on est toujours sur la recherche d'améliorer nos modèles, justement, pour être en capacité à ressortir peut-être ces éléments. Quel est le contexte autour de la performance du joueur? Comment est-ce qu'on pense que ça matche plus ou moins avec ce qu'on veut faire? Et puis, on en revient encore une fois là après à la couche aussi humaine, avec les recruteurs qui vont aussi avoir leur œil à poser sur les matchs des joueurs et avoir un retour sur peut-être des micro-détails qu'on ne capte pas encore ou qu'on ne peut pas voir avec la donnée. Je trouve que dans le scouting, un des éléments les plus importants d'un rapport, c'est même pas la performance du joueur, c'est le contexte. Parce qu'en fait, sans ça, je trouve qu'on passe à côté de quelque chose sur la performance du joueur. Si on n'arrive pas à englober cette performance dans un contexte d'équipe, un contexte de jeu, un contexte de pays même, parce qu'il y a des pays où l'approche footballistique est très différente. Je veux dire, on joue pas alors même si ça tend à être un peu moins vrai maintenant en Espagne comme on joue en France, si on n'a pas cet élément de contexte-là, en fait, qui peut arriver, alors là peut-être autant par l'œil humain et par les connaissances humaines que par la data pour le coup. Si vous avez un recruteur, je sais pas moi, qui va voir Molde en Norvège, qui connaît très bien ce territoire-là et qui connaît très bien comment marche le championnat norvégien, qui connaît très bien comment marche Molde depuis des années, quel type de football ils produisent, etc. Je trouve que c'est un élément très important dans les rapports de scouting. Mais je voulais revenir un instant, je viens d'y repenser, sur les modèles prédictifs. Parce qu'on a vu Toulouse qui recrutait dans beaucoup de pays différents, avec des cultures différentes, avec des styles de football différents aussi. Un des trucs les plus durs, je pense, pour un recruteur, c'est de réussir à se dire « Ok, mon joueur, il a été bon... on pourrait prendre l'exemple de Van den Boomen. Ok, il a été bon en D2 néerlandaise, mais moi, pour bien le connaître aussi, le football néerlandais a eu vraiment des spécificités très fortes qu'on retrouve dans très peu de championnats, finalement. Qu'est-ce qu'il va donner en Ligue 1 ? Où c'est un style de jeu très différent alors même sans parler de D2 néerlandaise, simplement de pays, des Pays-Bas. Ça pourrait être la D1 néerlandaise, ça serait pareil. Comment réussir à être le plus proche possible dans cette prédiction-là ? Parce que finalement, les types de football sont tellement différents, je trouve, pour regarder même beaucoup de matchs d'Eredivisie, il y a des choses qu'on ne verrait absolument pas en France, notamment sur les postes offensifs, je trouve. C'est là où ça se voit le plus, finalement. Sur ces modèles prédictifs-là, comment essayer d'être le plus juste possible et de prévoir finalement le mieux? C'est comme la météo, tu disais tout à l'heure. Comment passer de 70% de chance à ce qu'il fasse beau à 90% de chance, parce que ça sera encore plus accurate, encore plus précis en fait. Nous, ce qu'on essaye de faire, on a une couche dans nos modèles qu'on appelle la translation, qui nous dit, qui prédit entre guillemets, mais c'est pas la boule de cristal encore une fois, c'est vraiment dans une logique prédictive type météo, et c'est pour ça que j'aime bien utiliser cette analogie, la performance du joueur dans un contexte qui va être le nôtre, donc aujourd'hui pour la Ligue 1, hier on faisait ça pour la Ligue 2, et on regarde justement les variations potentielles de performance en passant d'un contexte à l'autre. Donc ça, c'est effectivement des questions qu'on se pose et auxquelles on essaye de répondre le mieux possible, et encore une fois de la façon la plus objective possible. Dans les cercles des analystes de données, des data scientists, il y a une citation qui dit en gros, on sait que tous les modèles sont faux, mais il y en a certains qui sont utiles. Et en fait, c'est ça, c'est la gestion du risque, c'est vraiment la météo. Ça aide à prendre une décision, mais c'est pas la boule de cristal. Et il faut vraiment garder ça en tête. Justement, pour convaincre les sceptiques qui, eux, ont cette idée-là,
c'est que en fait, on n'arrivera jamais à une fiabilité à 100%. Eux pensent que parce qu'on se sert de la data et parce qu'ils croient qu'on la présente comme ça, en étant un élément de vérité absolue, dès qu'il y a une erreur quelque part, ah, vous avez vu la data, finalement, ça marche pas toujours. Bah oui, en fait, mais comme dans tout, c'est-à-dire que même si tu n'utilises pas la data et que tu utilises des recruteurs avec un œil humain, bah il y en a qui vont se planter aussi. Et c'est pas juste qu'ils vont se planter parce qu'ils sont pas bons, c'est parce qu'il y a tellement de facteurs ensuite qui vont intervenir pour amener à la performance dans un nouveau club. Là, on parlait de translation, voilà, ou de transposition d'un pays à l'autre, d'un type de football à l'autre en tout cas, mais il y a aussi l'humain qui va jouer, comment il va s'habituer à son nouveau pays s'il vient de l'étranger ou d'une nouvelle ville s'il vient d'une autre ville en France, comment ses coéquipiers vont l'accueillir, facteur auquel on pense pas toujours, mais comment sa famille va aussi s'acclimater à une nouvelle région, nouveau pays, nouveau continent parfois aussi, qui peut avoir aussi des conséquences sur la performance du joueur, son état moral, son état de confiance, son état physique aussi. Tout ceci est on peut difficilement l'anticiper parce que c'est quelque chose d'humain. Et quand on parle de réduire les risques, bah là-dessus, pour le coup, je trouve que c'est très dur de réduire les risques parce qu'il y a tellement de facteurs qu'on peut pas toujours contrôler. Alors, il y a des clubs maintenant qui mettent en place des personnes pour accueillir les familles, qui peuvent les aider à s'installer, qui s'occupent des démarches administratives, il y avait le traditionnel de trouver un logement avec le fameux Giroud qui a emmené Benoît Chirou visiter des lotissements et il lui dit bah tiens cette maison-là elle serait bien, voilà. C'est un peu plus poussé aujourd'hui, mais il faut aussi comprendre que quand on parle de réduire les risques, c'est-à-dire qu'il en reste en fait et que ça peut pas être une fiabilité absolue. Ce que tu disais, c'est pas une boule de cristal. Non, bien sûr. Et il y aura toujours des risques. Je vais refaire un parallèle avec une ancienne vie, mais on fait pas du spatial et on n'est pas dans la capacité à avoir des taux de fiabilité aussi hauts que eux ont besoin et ils ont absolument besoin d'avoir. Mais cela dit, le plus on va limiter les risques, et peut-être que la translation, ça nous apporte peut-être 1%, 2% de réduction du risque, mais c'est toujours ça, et dans la balance, si on fait 1%, plus 1%, plus 1%, on se rapprochera un petit peu plus chaque jour d'un risque qu'on arrive à maîtriser un petit peu mieux. Je parlais de Giroud, ça me fait penser à une autre anecdote. Je suis d'Auxerre, hein, c'est pour ça que je parle de Giroud. Autant dire que la saison n'a pas été géniale. Bref, je me souviens que Giroud voulait pas recruter de Sud-Américains. En priorité de Brésiliens, mais on peut l'étendre aux Sud-Américains parce qu'il estimait qu'en termes d'acclimatation, Auxerre, ça serait dur pour eux. La réalité de la ville, pour le coup, de la région, tout ce qui va avec, hein, la taille de la ville, habitude des gens, climat, beaucoup de choses. Une fois, il avait dérogé à cette règle-là en recrutant Pedro Reyes, qui était un défenseur chilien. C'était à la fin des années 90. Bon, ça n'avait pas super bien marché. C'était un international, hein, c'était un joueur de qualité qui était vraiment au-dessus dans le championnat chilien. Il a fait 2 saisons qui resteront pas dans les annales et il est ensuite retourné au Chili d'ailleurs et il n'est pas ressorti ensuite du pays. Si une fois, il a dû avoir une expérience, j'avais regardé en préparant l'émission, au Paraguay de mémoire. Mais il n'était pas ressorti d'Amérique du Sud. Quand Giroud avait lâché son poste, Auxerre avait fait venir un Brésilien. Premier Brésilien de l'histoire, Marcos Antonio, un défenseur. Ça n'avait pas marché du tout. Et donc les gens disaient Giroud, il a peut-être raison quand même. Voilà, les Sud-Américains à Auxerre, c'est compliqué. Et puis là, un exemple plus récent, Joubal. Alors qui certes a eu une, je vais dire un sas de décompression, mais un peu parce qu'il est passé par le Portugal entre, donc il n'a pas fait simplement Brésil-France. Il y a eu aussi le Portugal. Mais Joubal, ça a très bien marché pour le coup. C'est un joueur qui s'est très bien acclimaté, qui a été performant, ça aide dans la relation avec les supporters, avec la ville, etc. Si on regarde là pour le coup la data, on a donc 2 joueurs pour qui ça n'a pas marché, un joueur pour qui ça a marché, donc c'est une expérience assez négative. Mais finalement, tu te dis aussi qu'il y en a un pour qui ça a marché. Et donc, ça ne veut pas dire que si un autre Brésilien arrive, je ne sais pas, dans 5, 10 ans, etc., ça ne voudra pas dire que ça ne marche pas. C'est pour ça que la data est tellement complémentaire des expériences humaines, du regard qu'on a eu aussi sur les performances, parce qu'aujourd'hui, on pourra peut-être interroger Joubal sur comment il a réussi à bien s'acclimater à Auxerre par rapport à d'autres. Je trouve que c'est aussi intéressant dans cet aspect-là, en fait, de voir que la performance, en fait, c'est pas juste une question d'être bon sur le terrain. Bien sûr que c'est ça, mais en fait, avant d'être bon sur le terrain, il y a beaucoup de facteurs qui peuvent influer. Ouais, non, effectivement, mais après, par rapport aux exemples que tu viens de donner, est-ce que leurs données footballistiques étaient déjà bonnes, performantes
avant d'arriver, ça c'est un point d'interrogation. En parlant de Jubal, tu mets en avant le fait qu'il ait eu une expérience en Europe avant, peut-être que c'est quelque chose qui l'a aidé, l'âge auquel il est arrivé, le contexte dans lequel il arrive, effectivement, je peux entendre, alors je ne connais pas du tout Auxerre, mais je peux entendre que c'est peut-être moins glamour que Paris pour un Brésilien. Mais après, c'est le contexte aussi du club. Nous, on a la volonté, comme point de départ, de se dire qu'on ne se met pas de limites, on veut recruter des bons joueurs et qu'après, c'est à nous de faire en sorte qu'ils s'intègrent le mieux possible. On a des Sud-Américains, on a un Chilien, on a un Brésilien, on a des Néerlandais, on vient de faire signer un joueur espagnol, on a un Japonais, on a un Australien, donc qui est né en France, mais qui a grandi en Australie, qui doit encore faire les allers-retours avec la sélection nationale. Donc, on touche vraiment un peu à tout. Et après, c'est qu'est-ce qu'on fait, nous, pour les accompagner, qu'ils se sentent le mieux possible. Et il y aura des ratés, ça fait partie du jeu, mais encore une fois, dans notre approche, au départ, et ça reste le point de départ, c'est qu'on veut des joueurs qui ont un profil data, en tout cas, qui correspond à ce qu'on recherche. Et ensuite, on voit ce qu'on peut faire pour que l'humain soit bien accueilli, qu'il se sente bien ici. Je me souviens d'un exemple, je vais parler de Stein Spearing, quand il est arrivé, on a fait notre process de recrutement classique, il signe, et l'après-midi même, il demande est-ce que je peux commencer les cours de français demain, de lui-même. Et ça montre quand même une forme d'intelligence émotionnelle qui est quand même assez forte. Ça fait aussi partie de la capacité du joueur à s'intégrer. On va pouvoir faire plein de choses si le joueur n'est pas prêt, s'il n'est pas mature, si ça ne vient pas de lui à un moment donné, c'est aussi compliqué. Comment s'intègre le suivi des joueurs dans vos modélisations ? Parce qu'en fait, un joueur à l'instant T peut ne pas correspondre à votre profil, à ce que vous recherchez, et puis 2 ans après, peut-être qu'il a changé de club, trouvé un autre entraîneur, qui l'a fait progresser, peut-être que de lui-même il s'est développé, peut-être qu'un passage, je sais pas moi, en sélection l'a fait progresser, il y a pas mal d'éléments. Moi je me souviens, pour prendre un exemple, un joueur que j'adore depuis longtemps en Italie, qui s'appelle Samuele Ricci, qui est un milieu de terrain, moi que j'ai découvert quand il a dû commencer, il devait avoir 17 ans, à Empoli, donc petit club familial de province, où les jeunes sont mis en valeur, etc. Et en fait, c'est un milieu de terrain devant la défense de base. Et c'est un milieu de terrain devant la défense très technique, très à l'aise avec le ballon. Et puis, quand il jouait avec les sélections italiennes contre les Français, il se faisait démolir au milieu de terrain. Parce que physiquement, il n'était pas prêt. Et tu te disais, en fait, ce joueur-là, est-ce qu'il est si fort que ça ? Entre guillemets, parce que tu voyais face à des oppositions, France ou Angleterre, par exemple, qui ont des profils un petit peu similaires en équipe de jeunes, je trouve, sur des profils d'impact notamment et d'agressivité. Et puis Samuele Ricci, il fait un choix de carrière intéressant. Il est demandé par plein de clubs et il décide d'aller au Torino avec un entraîneur qui s'appelle Ivan Juric, qui est un marteau, clairement, qui, pour vulgariser très rapidement, est un mini Gasperini. Donc beaucoup de travail physique, beaucoup de travail tactique, beaucoup de travail sur l'agressivité, sur le 1 contre 1 tout terrain, etc. Et le Samuele Ricci aujourd'hui, le Samuele Ricci que j'ai découvert à Empoli, je me disais, mais jamais de la vie, il pourrait jouer en Ligue 1, ce milieu de terrain-là, parce que quand tu le vois dans les équipes de jeunes, comment il se fait démolir par des gamins de centres de formation de Monaco, Lyon, Rennes, etc., c'est impossible. Et aujourd'hui, après le travail avec Ivan Juric, je me dis, aujourd'hui, Samuele Ricci, il pourrait jouer en Ligue 1. Parce qu'aujourd'hui, son état émotionnel, physique, tactique, son travail sur l'agressivité, sur la répétition des efforts, il a toujours évidemment cette qualité technique, mais il s'est en fait enrichi. Comment vous réussissez à suivre ces évolutions type de joueurs à travers la data ? Parce que ça, c'est des éléments qu'on peut retrouver à travers la data, tous les éléments physiques notamment. Alors, c'est des choses qu'on peut retrouver. Dans notre approche, nous, c'est vraiment les données foot qui prévalent. Comme je disais tout à l'heure, les données physiques, c'est plus... elles rentrent en ligne de compte plus dans la gestion, on va dire, de l'athlète, mais pas dans une logique de recrutement de prime abord, en tout cas. Et c'est là où, effectivement, nos modèles qui s'appellent prédictifs, parce que c'est comme ça que ça s'appelle, sont pas des boules de cristal. C'est qu'effectivement, on peut pas non plus lire l'avenir, et que autant un jeune joueur de 17-18 ans qui commence à avoir des minutes et qui a des bonnes données, on va avoir une forme de confiance par rapport à ça. Autant un joueur qui a 17-18 ans n'a pas de bonnes données, c'est un plus gros point d'interrogation en tout cas, parce qu'il peut très bien maturer un peu plus tard. Mais là, en tout cas, de ce point de vue, je parle d'un axe vraiment data. Aujourd'hui, on n'a pas suffisamment de maturité d'un point de vue modèle ou peut-être de profondeur ou de largeur dans nos bases de données pour avoir des signaux sur lesquels on ait suffisamment confiance au regard des autres signaux qu'on utilise.
Je sors à l'instant du recrutement pour parler de l'équipe première, parce que là, j'ai beaucoup axé volontairement sur le recrutement, mais sur l'analyse, tu parlais tout à l'heure des différents axes de travail. Il y avait l'analyse de l'adversaire, le recrutement et aussi notamment l'analyse de l'équipe du TFC. Quel type de retour tu peux être amené à faire en étudiant la data des matchs réalisés par le TFC? La question un peu complémentaire, c'est tes relations avec le staff. Au sens large, d'ailleurs, ça peut être les analystes vidéo, ça peut être, je sais pas, un adjoint, peut-être Philippe Montagnier directement, je sais pas. Hein. Relation avec le staff, débrief des analyses collectives des matchs passés à travers la data. Comment vous fonctionnez à ce niveau-là? Et aussi, troisième question en une, sur les performances individuelles. Si des éléments ressortent, moi j'ai un souvenir en tête tout de suite, je vais le donner, en essayant de me souvenir de tout ce que je t'ai dit avant. Jérémy Boga en Italie, Roberto De Zerbi à Sassuolo, adorait Jérémy Boga, mais il y avait un élément qui l'agaçait, c'était sur la timidité de Jérémy Boga, entre guillemets, sur le terrain, c'est-à-dire qu'il n'osait pas assez. Et De Zerbi disait, Boga, quand il prend le ballon et qu'il accélère, il fait énormément de différence. Le problème, c'est qu'il le fait pas assez. C'est quelque chose qu'on peut retrouver en data, par exemple. Si tu vois le nombre de... Je te laisserai dire les stats, hein, parce que t'es beaucoup plus compétent que moi pour évoquer les stats sur les 1 contre 1, sur les dribbles, sur le fait de passer l'adversaire, etc. Est-ce que ça, c'est quelque chose que tu peux, par exemple, observer dans un rapport enfin, pas un seul match, mais sur plein de matchs, en fait, où tu vois une récurrence de... Tu te dis, cet ailier-là, mais en fait, il fait tellement de différence, mais en fait, tu vois qu'il tente que 4 fois le 1 contre 1 dans le match. Et tu peux lui dire, bah en fait, t'as 90% de réussite, bah peut-être que si tu en fais plus, bah ça va aider l'équipe à être encore plus performante, à créer plus de dangers, plus d'occasions. Alors du coup, je reformule les 3 questions. Le débrief des matchs collectifs du TFC, et donc la relation avec le staff, de sens large, et l'analyse individuelle, et donc éventuellement les relations avec les joueurs. Alors, le débrief collectif, en fait, il part, on revient à notre philosophie de jeu et notre modèle de jeu au départ, dans la façon dont on l'a construit. On remet à jour ça chaque saison, mais on a identifié une dizaine d'indicateurs de performance sur lesquels on veut atteindre un certain niveau à chaque match. Et donc ça va être la porte d'entrée et on va dire la base de discussion après chaque match sur la partie débrief. C'est-à-dire que je fais un retour à tout le staff, donc Philippe Montagnier, tous les adjoints, le préparateur physique, l'analyse vidéo en chef. C'est vraiment toute la cellule large, on va dire, du staff large. Et on part de cette base-là, ben voilà, sur les 10 indicateurs, on en a atteint 8, on en a atteint 4, on a atteint celui-ci. Et ça, c'est le point de départ ensuite des différentes expertises qui peuvent dire, oui, ben pourquoi là, il faut qu'on creuse plus, ou alors il y a tel et tel élément. Donc ça, c'est sur la partie collective, et ça, on le fait après chaque match. Du coup, la relation avec le staff, elle se fait autour de ce point-là, mais elle arrive aussi du coup au quotidien, parce que c'est aussi ce qui va alimenter en gros des réflexions macro sur ce qu'on veut faire, c'est-à-dire ok, ben ça fait 3 matchs où on est défaillant sur cet aspect-là. Ok, qu'est-ce qu'on fait dans les jours, dans les semaines à venir pour collectivement travailler là-dessus? Ou là-dessus, ben là on est très très bon, c'est notre point fort. On voit que c'est notre point fort depuis le début de saison. Qu'est-ce qu'on fait pour vraiment continuer à apporter de la valeur et faire des différences grâce à ça? Et ça, du coup, ben, ça a des répercussions à la semaine ou au quotidien quand il faut créer les séances. Le staff, du coup, crée les séances, mais ça leur sert vraiment de base de réflexion, de porte d'entrée pour créer tout ça. Et puis ensuite, effectivement, l'exemple que tu donnes sur la partie individuelle, bah, c'est exactement ça. C'est-à-dire qu'on va essayer de valoriser au maximum ce que font bien les joueurs ou ce qu'ils font un peu moins bien, et de le mettre en avant aussi dans une logique d'alimenter le staff dans leur réflexion. Alors ça peut avoir des répercussions en disant du coup sur le terrain on va travailler telle ou telle chose, ou alors des répercussions pour le staff qui va discuter en individuel avec le joueur sur justement la mise en avant de tiens, on voit que quand tu fais ça, tu apportes tant de valeur à l'équipe. Tout à fait ton exemple, hein, tiens, dans le dernier tiers, si on crée cette situation de 1 contre 1 par notre jeu de collectif et que tu es dans cette situation-là, si tu tentes le dribble, 8 fois sur 10, tu rentres dans la surface. Et on voit que pourtant, 1 fois sur 2, tu n'oses pas, tu reviens en retrait, tu fais une passe. Ah, donc vas-y, essaye plus. C'est typiquement des choses qui peuvent arriver de cette façon-là. Ouais. Par contre, là, dans cet aspect-là, c'est pas moi qui discute directement avec les joueurs. Ça m'est arrivé une seule fois, mais de façon plus globale, c'est plutôt en passant par le staff. Et là, je sers de relais, je sers de point d'appui, j'apporte
J'apporte l'info, mais c'est vraiment le staff qui transmet les messages. Tu as le sentiment que les joueurs sont réceptifs de manière globale à ces retours accès data? En fait, la façon dont on le fait, c'est qu'on ne montre pas trop la data aux joueurs. On revient sur la logique que j'expliquais un peu tout à l'heure, c'est-à-dire qu'on va répondre au quoi par la data et au comment par la vidéo. Et du coup, on va plus être axé sur un petit montage vidéo qui répond et qui va plus parler aux joueurs. Maintenant, après, on s'adapte, c'est-à-dire qu'on laisse aussi les joueurs venir, et il y en a certains qui sont friands, qui ont envie de comprendre et qui posent des questions. À eux, du coup, il n'y a pas de souci, on va avoir des réponses qui sont peut-être plus data et expliquer tel ou tel phénomène. Mais c'est pas quelque chose qu'on alimente a priori. On reste sur une notion plus foot pour les joueurs, enfin plus foot dans l'approche, vraiment la notion de jeu, plus que la notion un peu plus scientifique de si tu fais ça, ça va nous rapporter de 0,23 XG en plus par match. Le TFC est aujourd'hui un club à part en France sur l'utilisation des données, non pas que ce soit le seul à les utiliser, mais le modèle est différent, la culture créée est différente. Vous êtes en avance un peu sur tout le monde. Quand quelque chose marche, on a l'habitude de dire qu'il est copié, que d'autres s'en aspirent tout ou partie, ou très largement, je ne sais pas comment utiliser le champ lexical. Comment faire pour garder ce temps d'avance si des clubs s'approchent de votre modèle ? Et deuxième question un peu connexe, jusqu'où on peut aller dans la collecte des données, le traitement des données, l'utilisation des données, parce que c'est assez compliqué en fait d'imaginer le champ des possibles à ce niveau-là. Pour tout ce qui est la partie veille, justement, nous, on met en place une veille technique, une veille scientifique à différents niveaux, à différents étages du club, avec les sport scientists qui vont être plus, eux, axés sur la partie justement entraînement, sur la partie fitness, sur la partie est-ce qu'il y a de la nouvelle techno qui arrive pour les GPS, est-ce qu'il y a des nouveaux modèles qui sortent, est-ce qu'il y a des nouvelles études, donc eux vont vraiment regarder ça. Moi, je fais de la veille sur tout ce qui est nouvelle approche de modélisation. Je regarde aussi ce qui se passe dans d'autres sports. Il faut être clair, on n'a pas inventé grand-chose dans le foot aujourd'hui. On s'est beaucoup inspiré de ce qui peut se passer en hockey, en basket, un peu dans le foot US. Moi, je me suis aussi beaucoup intéressé au baseball pour tous les aspects ensuite, stratégie, prédiction, etc. Continue à avoir cette veille, à regarder justement ce qui se fait de nouveau à nos différents niveaux. On regarde aussi les fournisseurs de données. Comment est-ce que le paysage des fournisseurs de données évolue, quel type de nouvelles données ils peuvent proposer. Et puis ensuite, on se réunit 2 à 3 fois par an pour mettre en avant justement en disant sur le trimestre, moi j'ai vu telle chose qui peut être intéressante, il faut qu'on creuse. Ou alors, il y a telle étude qui est sortie. En général, on n'attend pas le trimestre. Là, quand il y a des publications, on se les envoie par email et puis en disant tiens, regardez ça, il faut qu'on en parle, etc. Et on a vraiment, de façon active au sein du club, on essaie de couvrir un maximum ces informations-là pour rester le plus informé sur ce qui se passe et puis avoir des nouvelles idées. Et puis, on essaie aussi de visiter de temps en temps d'autres clubs, dans d'autres sports. L'été dernier, je suis allé voir ce que faisaient les 49ers. Je suis allé voir ce que faisaient les Aces d'Oakland en baseball aussi, voilà, pour essayer d'avoir toujours des infos et des nouvelles idées par rapport à ce qui se fait dans d'autres sports. Avant-dernière question, tu disais tout à l'heure, je suis à 95% sur l'équipe première et ensuite il y a le centre de formation et les féminines. Il y a beaucoup moins de data disponible, en féminine déjà, et aussi sur les équipes de jeunes. Je parle U14, U15, U16, U19, peu importe. Hein. Quelle place la data peut avoir à cette échelle-là ? Est-ce que là, le rapport de force, c'est pas vraiment un rapport de force, mais l'équilibre entre data et humain s'inverse un peu par rapport au football d'adultes, entre guillemets ? Alors oui et non. Déjà, on a une approche où on en revient au modèle de jeu. Quand on est parti sur le modèle de jeu, on est parti pour les pros, donc ce sera notre modèle de jeu, on a défini nos objectifs de jeu. Et ces objectifs de jeu, si aujourd'hui on les mesure à travers la data qui nous est fournie par différents fournisseurs et c'est automatique, ça va vite, on va dire, en termes de process pour les pros, ça ne nous a pas empêché de dire ok, c'est la finalité entre guillemets, et on veut du coup que tous les joueurs qui vont monter de catégorie au centre, quand ils arrivent avec les pros, ils soient prêts à ça. Il faut qu'on soit cohérent, encore une fois, dans ce qu'on veut faire. Donc, on va décliner ces objectifs de jeu dans les différentes catégories. Et du coup, nos analyses vidéo dans les différentes catégories, la façon dont ils codent les matchs, ça va être en lien avec cette logique-là. En fait, je me suis mal exprimé.
Julien, je voulais dire sur l'aspect plutôt recrutement, là pour le coup. Parce que l'absence de données, plus on monte, plus on aura des données, et notamment même sur des compétitions de jeunes internationales ou intracontinentales, type Euro U17. Là, on commence déjà à voir des choses. Mais si demain, je te dis, je sais pas moi, il y a un joueur intéressant sur un Wascal U17 contre Valenciennes U17, est-ce que là, pour le coup, la balance entre œil humain et data, c'est là qu'elle s'inverse par rapport à l'équipe première? Parce qu'en termes de data, sur un Wascal U17, Valenciennes U17, je suis pas sûr qu'il y ait grand-chose. Non, effectivement, là, pour le coup, alors déjà, on est aveugle d'un point de vue data sur ce type de match, sur les catégories plus jeunes. On peut pas aujourd'hui, en tout cas, travailler de la même façon. Et puis, même si on se pose la question de récupérer la donnée football de nos matchs, à nous, se pose une autre question qui est aussi limitante, c'est-à-dire que chez les pros, en termes de performance, on va savoir qu'en gros, il y a Messi qui est tout en haut, et puis si on prend la plus mauvaise performance qu'on peut trouver dans notre base de données et se dire, OK, ça c'est le seuil limite, c'est assez facile de voir où est-ce que chaque joueur se situe. Chez les jeunes, la pyramide étant tellement large, trouver qui est le Messi et trouver qui est le seuil zéro, on va dire, c'est quasiment impossible. Donc c'est beaucoup, beaucoup plus complexe à différents niveaux sur les catégories jeunes. Donc effectivement, ce qui se passe, c'est qu'on a un maillage humain qui est plus prégnant, on a des process qui sont plus conventionnels, on va dire, à ce niveau-là. Tu penses que ça peut être amené à évoluer, ça? Parce que si on reprend le discours des sports US, en fait, l'organisation est tellement différente que même à l'université, déjà, tout est organisé pour que des données soient disponibles. Est-ce que tu penses qu'en termes d'organisation de compétition, et donc là, on parle plus d'instances, en fait, de districts, de fédérations, de ligues, enfin de fédérations plus que de ligues. Est-ce que tu penses qu'il y a des choses qui peuvent être amenées à faire où en fait c'est tellement large, ça peut être aussi coûteux que ça va être très difficile d'arriver à avoir, alors pas le même nombre de données disponibles, mais au moins quelques données intéressantes? Je pense que la technologie évolue de façon suffisamment intéressante pour se dire que à minima, les championnats nationaux devraient et pourraient être couverts dans quelques années. Se posera la question toutefois de l'appartenance de ces données, parce qu'on est aussi en train de parler de personnes mineures, donc il va falloir faire très attention à ça. Autant sur tout ce qui est professionnel, il y a des notions de droit d'image qui sont couvertes, ce qui ne sera pas forcément le cas si on ne parle pas de professionnels. Donc, je dirais d'un point de vue technologique, je pense qu'il y a des choses qui sont faisables, mais on en est encore un petit peu loin. D'un point de vue économique, est-ce que ça a du sens? Je ne sais pas. Pour comparaison, la Youth League, on ne la couvre même pas encore entièrement et pas tous les ans. C'est un peu au bon vouloir aussi des clubs et qui ont envie de rentrer là-dedans. On en est encore un peu loin, mais je pense que d'un point de vue technologique, en tout cas, il y a des choses intéressantes qui arrivent et qui peuvent permettre de populariser petit à petit l'acquisition de certaines données, en tout cas. On arrive au bout de l'entretien, Julien. Je t'avais dit 1 heure. On va arriver à 1h30, donc on a fait un peu plus long que prévu. La dernière question est néanmoins toujours la même pour tous mes invités. Qui aimerais-tu entendre dans ce podcast, à mon micro, dans les prochaines semaines? Est-ce que tu as un nom, une sorte de recommandation d'invité? Tu peux même en avoir 2 ou 3. C'est comme pour les matchs, c'est assez libre à me recommander. Alors moi, j'ai pensé à Ingo Götze, qui est un des adjoints de Régis Lebris à Lorient. Je serais très curieux de savoir comment il fonctionne au quotidien, comment il actionne toutes ses connaissances de façon tout à fait concrète au quotidien dans ses relations avec les joueurs et comment il met tout ça en musique, en fait. C'est quelque chose qui m'intéresserait assez. Bon, et puis comme Lorient a été très sympa et m'a déjà accordé des interviews avec des salariés, je pourrais faire la demande et j'espère qu'ils accepteront. Merci beaucoup, Julien Demeaux, pour ta disponibilité, pour cette 1h30 passée ensemble. Je vais pas te souhaiter bonne saison parce qu'elle est terminée. Je vais te souhaiter bonnes vacances si tu en prends. Et puis un bon début de préparation qui va finalement arriver, comme chaque année on se dit la même chose, mais qui va arriver très vite, avec beaucoup de matchs déjà, une petite pause de quelques semaines, et puis les matchs vont vite repartir sur la phase de préparation. Merci beaucoup Julien, et puis à très vite. Merci Johan. Et voilà, c'est terminé. Merci d'avoir écouté cette conversation. Le podcast Prolongation est disponible sur l'ensemble des plateformes audio comme Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Deezer.
N'hésitez pas à mettre les 5 étoiles sur Apple Podcast si vous avez apprécié le contenu de cette interview. C'est une étape très utile pour faire découvrir ce podcast au grand public. Vous pouvez également me suivre sur les réseaux sociaux et tous les liens sont dans la description de cet épisode. Je vous dis à très vite pour une nouvelle conversation autour du foot. Acast powers the world's best podcasts. Here's a show that we recommend. Hey friends, it's Mark Bittman, host of Food. If you haven't listened yet, we talk about recipes, of course, and a lot about cooking, but also about injustices in the food system and how America's food policy is moving both forward and backwards. We had climate expert, genius, and all-around great guy Bill McKibben, Leslie Nicole, who's Downton Abbey's Mrs. Patmore, and legendary Gullah Geechee cook Emily Meggett. We've got much more in store for you. Fantastic guests like Alice Waters, Dan Levy, Cory Booker, and Jack Papan, plus our customary recipes and, starting soon, commentary or, depending on the day, rants. Please check us out. I'm sure you'll like the podcast. Thanks. Acast helps creators launch, grow, and monetize their podcasts everywhere. Acast.com.